déjà, bonjour à tous. Tu mets pas le micro parce que comme il l'enregistre. Ouais. Ouais, c'est mieux. La réponse est oui. Voilà, ok. Voilà, donc l'objet de cette présentation, c'est... Vous n'allez pas apprendre de scoop sur le DMR, hein, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une présentation pour les newbies, ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. J'ai essayé de faire un document qui permettait d'expliquer la base de la transmission numérique. Ça part d'une présentation que j'ai déjà faite il y a quelques temps, localement au Bref 67, que j'ai mis au goût du jour pour aujourd'hui. Bien sûr, par la suite, je prévois d'aller un peu plus loin, mais pour cette présentation-là, j'ai pas eu le temps de préparer un document qui permette d'aller plus loin, notamment dans la programmation des terminaux et compagnie. Bon, là, je mets en place les bases. J'explique les bases du fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'en sortant de cette présentation, vous saurez tout sur comment utiliser le DMR et tout ça, mais au moins vous aurez déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je commence. Le truc qui veut bien fonctionner correctement. Voilà, par une petite introduction à ce qu'est la transmission en mode numérique. Ensuite, je vais parler du principe et de la norme utilisée en DMR, et ensuite l'application en radio amateur. Puis une petite conclusion, mais c'est pas non plus très fouillé. Voilà. Donc là, je repars au B.A.B.A. Ce que connaît tout radioamateur, c'est la transmission, une émission radio en analogique. Donc on part d'une vibration sonore, on parle dans un micro qui produit une onde électrique, ça part dans un émetteur qui transforme ça en onde radio haute fréquence. Un récepteur reçoit cette onde radio, le décode sort une onde électrique et ça sort sur un haut-parleur et ça va jusqu'à l'oreille de celui qui écoute. Bon, ça c'est vraiment la base. En numérique, il faut donc numériser, transformer cette grandeur analogique qui est la voix en une suite de 0 et de 1 grâce à un convertisseur analogique numérique, un codeur analogique numérique, pour pouvoir ensuite arriver au système d'émission numérique à proprement parler. Donc le principe d'un émetteur numérique, c'est son synoptique. Alors là, je parle même carrément du DMR. On a l'audio donc tel que donc, quand on parle, la voix, qui rentre dans un convertisseur analogique numérique. On récupère ensuite une série, on récupère des données numériques, mais qui peuvent prendre énormément de place, puisque c'est un train continu de 1 et de 0. Ça part dans un vocodeur, donc le principe, alors, c'est d'appliquer un algorithme qui permet de gagner de la place en termes de volume de données. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent, quand on parle de chip à NBE ou autre, c'est ce type de composant et qui va optimiser. C'est un peu comme quand vous avez une image brute, ça prend énormément de place. Vous passez par le format JPEG. Le format JPEG, on est passé par un programme de compression. Là, c'est le même principe. Donc,
Et donc une sortie de ce vocodeur, on a de l'audio comprimé, donc sous forme numérique, qu'on mélange à des données, à des horloges, et on applique un certain protocole. Donc le protocole utilisé, ce sera le protocole utilisé pour la transmission, qui dépend d'un mode numérique à l'autre. Et ça c'est envoyé sur un émetteur numérique qui lui va transformer cette série de 1 et de 0 et va l'envoyer, le moduler selon une modulation spécifique. Ça peut être du QPSK, ça peut être du FSK, et c'est transmis sur l'air. Alors là, j'ai schématisé deux canaux numériques en modulation TDMA, c'est-à-dire en modulation dans le temps. Donc c'est ce qui est utilisé en DMR, c'est-à-dire qu'on a deux time slots. Pendant un certain temps, pendant un temps donné, on va émettre le premier canal, ensuite le deuxième, et ensuite le premier, ensuite le deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Donc principe et normes. La DMR, donc Digital Mobile Radio, c'est normalisé au niveau européen. Et ça a été c'est utilisé, ça a été créé pour les transmissions mobiles professionnelles. Ça, ce sont les trois modes de fonctionnement. La norme, elle, se décline en trois parties. Ce qu'on appelle le Tier 1, donc c'est ce qui correspond à ce qui est utilisé pour ceux qui font du numérique en 446 mégas. C'est du FDMA. Donc ça utilise, comme écrit sur le slide, ce sont des canaux de 6,25 kg, mais les canaux, en fait, il n'y a pas de gain à passer en FDMA par rapport à l'analogique, puisqu'on utilise le même espace en termes de spectre. Voilà, donc on a des canaux de 6,25, mais de toute façon, l'espacement entre canaux, pour pas que ça chevauche, est toujours de 12,5 kg. Voilà, donc pas de gain en occupation spectrale. Le Tier 2, c'est le protocole à deux canaux dans une largeur de bande de 12,5 kg. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc la modulation TDMA. Le principe, on a toujours un canal qui fait 12,5 kg, mais dans le temps, on le saucissonne. On envoie pendant un certain laps de temps, un temps déterminé, on va envoyer les données du canal 1, puis le canal 2, puis le canal 1, puis le canal 2. Ce qui fait que dans 12,5 kHz de largeur de bande, on aura l'équivalent de 2 relais, avec deux canaux différents. Donc là, l'exemple, si on est en mode point à point, et qu'on a les deux terminaux qui sont programmés pour utiliser... Alors, on ne peut pas vraiment parler de slot 2 dans ce cas-là, mais bon, ça c'est un détail. Désolé pour vous. Mais bon, grosso modo, l'idée c'est qu'on va émettre la moitié du temps. Donc ça revient à dire, voilà, le spectre est utilisé que pendant la moitié du temps, donc le spectre est divisé par deux. C'est pas l'intérêt principal du truc, en fait. C'est de pouvoir remplir les deux TS, en fait. Voilà. Donc, utilisation intéressante, enfin, pour nous en tout cas, c'est le relais donc, qui utilise le relais tel qu'on l'utilise. Donc ça c'est typiquement ce que l'on a sur nos relais à nous, sauf que là c'est du numérique et que ça permet, comme ça en TDMA, ça permet de transmettre via ces deux time slots, de diffuser deux canaux différents. Donc on a des groupes d'utilisateurs, alors là ça se voit pas trop, la sélection des couleurs n'est pas très judicieuse, j'aurais dû mettre des couleurs plus tranchées. Mais en fait, il y a des groupes, il y a un groupe de portatifs, de terminaux qui parlent sur le TS1 et l'autre qui parle sur le TS2. Chaque groupe, les utilisateurs du même TS s'entendent forcément, mais par contre, les autres n'entendent pas le deuxième TS. Et donc, on peut avoir deux QSO complètement différents. Voilà, donc les avantages de ce Tier 2, c'est deux canaux simultanés. On a possibilité
Donc c'est sur ces deux canaux de transmettre soit de la voix, soit des data. Bon, il y a l'utilisation qui en est faite au niveau radioamateur, c'est les trames GPS, ça permet de les transmettre simultanément aussi. Et donc du coup, pour un petit terminal portatif, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins d'utilisation de la batterie, puisqu'on émet la moitié du temps. Donc l'inconvénient, bien sûr, c'est le matériel spécifique. Maintenant, ça commence à se... on en trouve un peu partout, donc il n'y a pas trop de soucis. Alors, la troisième partie de la norme, c'est le tier 3. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. C'est l'inconvénient, enfin l'inconvénient du DMR, c'est que la norme définit définit correctement le lien entre les postes terminaux et les relais, mais par contre, chaque constructeur a défini ce qu'ils appelaient le mode trunk. Et ça, c'est pas du tout compatible d'un constructeur à l'autre. Ce qui permet de coupler plusieurs relais pour avoir, par exemple, 6 TS disponibles dans une zone. Donc chaque relais aura sa fréquence et le terminal sera enregistré sur le réseau et ça permettrait d'avoir 6 QSO simultanés dans la même zone de couverture. Bon, grosso modo, c'est ça le mode trunk. Le protocole est propre les propriétaires propres aux constructeurs et bon, nous, ça, on ne l'utilise pas. On pourrait le faire, mais en fait, ça n'a pas grand intérêt puisque on n'a pas nécessité forcément d'avoir X QSO sur le même système. Et puis ça serait compliqué à mettre en œuvre parce que là il y a des problèmes de licence et donc voilà, c'est vraiment propre aux constructeurs. Voilà, donc l'application radioamateur de tout ça. Donc voilà, donc en préambule, c'est ce que je disais à l'instant. C'est que les constructeurs ont développé leur propre protocole, enfin leur protocole propriétaire, puisque ce n'était pas dans la norme. Du coup, en fonction du matériel utilisé, on va pas pouvoir interconnecter ce qu'on veut comme on veut en termes de relais. Je parle là de relais commerciaux, bien sûr. Depuis, il y a eu des évolutions. Et donc du coup ça j'en parle après. Donc pour le radioamateur, on a retenu le tier 2, c'est-à-dire la modulation TDMA, puisque c'était celle qui nous permettait de profiter au maximum de l'occupation spectrale. Donc, comme dit, la norme étant bien définie, tous les terminaux DMR seront compatibles. Ça veut dire que on peut prendre du Motorola, de l'Itera et même des postes chinois maintenant, on trouve quasiment sous le sabot de chaque cheval. Et ça fonctionnera en tout cas pour la transmission de la données. Les données, c'est encore autre chose. Alors, j'en ai pas parlé dans le descriptif de l'émission, là, mais le vocodeur, le codec utilisé, là, il peut changer d'un système numérique à l'autre. Il se trouve que en DMR, ils ont choisi d'utiliser la MBE2. Et du coup, c'est celui qui est utilisé dans les postes qu'on trouve communément. Par rapport à la MBE première génération, qui équipe les postes des stars, il y a quand même une amélioration du traitement, ce qui fait qu'on a moins de pertes au niveau de la retransmission de la voix, donc la qualité peut paraître un peu meilleure, enfin est un peu meilleure. Bon, après il faut relativiser, parce que je connais les utilisateurs de postes des stars qui arrivent très bien à régler leur poste et où le rendu est très bien. Donc il ne faut pas non plus dire ouais le D-Star c'est pas bon machin par rapport au DMR. Le codec est différent, du coup voilà, le rendu peut être différent, mais il y a peut-être du travail justement au niveau des radioamateurs pour essayer d'améliorer ces choses-là en jouant sur les bons paramètres. Donc avec le TDMA, on a 2 TS, donc 2 QSO simultanés sur le même réseau. Plus la possibilité d'envoyer des SMS via le terminal. Pareil, ça fonctionne, on va dire, dans 80% des cas.
parce qu'il y a toujours ce souci d'incompatibilité lié aux différents protocoles entre les constructeurs. Même si les radioamateurs ont trouvé des solutions pour rendre des choses compatibles via les serveurs d'interconnexion, c'est pas encore 100%. On trouve des petits terminaux, genre celui-ci, hein, ou équipés d'un récepteur GPS intégré. Du coup, lui, il peut transmettre directement, il prend cette info GPS, il la transmet via le canal de données, et via le réseau, le serveur de réseau du réseau radioamateur, c'est retransmis sur APRS.fi. Il existe la possibilité de faire de la transmission de données supplémentaires dans le canal, bon, pas à des vitesses phénoménales non plus, puisqu'on est limité à 12,5 kg. Mais bon, voilà, c'est pas encore utilisé, enfin, pas à ma connaissance, hormis pour le GPS. Mais tout dépend, c'est ce que je disais là à l'instant, tout dépend du type de matériel, puisqu'il faut que le système d'interconnexion, le système réseau, soit capable de s'adapter en fonction du matériel donné et puis de convertir tout ça pour que ça soit compatible. Puisque c'est pas dans la norme, donc nativement ça l'est pas. Comment c'est hiérarchisé cette transmission numérique? Donc sur chaque TS, il y a des groupes d'appels. Alors les groupes d'appels, ça permet, ce qu'on appelle les talk groups, ça permet d'avoir un genre de conférence, un genre de salon dédié. Alors, par exemple, voilà, je traiterai après les exemples, mais juste après, voilà, les exemples, c'est le TG1, donc voilà, c'est un talk group, il y a un chiffre derrière, qui va jusqu'à je ne sais plus combien, enfin, c'est un nombre impressionnant, hein, parce que c'est du numérique. Et le TG1, il a été défini que c'était tous les relais du monde entier, c'est-à-dire quand on émet sur le TG1, on est retransmis sur tous les autres relais du monde entier. Ça c'est de la théorie. Voilà. TG2, tous les relais d'Europe, TG3 et ainsi de suite. Il y a une table d'allocation des TG qui a été créée, voilà, donc celle-ci, hein, ça a été fait initialement sur les premiers réseaux DMR. Il a fallu un peu hiérarchiser ça. Comme c'était les Américains qui ont commencé à faire du DMR, du coup, ils ont un peu fait à leur sauce. Mais bon, globalement, c'est plus ou moins respecté. Le relais, alors il y a le TG9 qui est un peu spécifique. Le TG9 qui est un peu spécifique, ça a été défini comme ça, hein, c'est les radioamateurs qui ont choisi que le TG9 ça serait du local. C'est-à-dire que même si le relais est interconnecté, quand on parle sur le TG9, c'est pas retransmis sur le réseau. C'est-à-dire que ça reste au niveau relais. C'est comme si vous aviez un relais FM normal dans le camp, voilà, ça reste local, donc il n'y a pas de retransmission sur le relais d'à côté, ou des choses comme ça. Donc là, d'autres TG, hein, avec en langue allemande, c'est le TG10, en langue française, partout dans le monde, c'est le TG11. C'était initial, hein. Après, dans les faits, je ne sais pas si tout est encore utilisé comme ça, mais pour la zone Europe, voilà, couverture Europe, le TG21, c'était la France. Enfin, c'était tout ce qui était francophone. Là, ce sont les couvertures nationales, à savoir que pour la France, quand vous voulez parler aux Français, dans le domaine France, enfin sur les relais qui sont censés être en France, si vous parlez sur le TG208, vous prenez un numéro de poste pour parler sur le TG208, vous allez parler à la France. Alors, voilà. Un seul TG, donc, comme dit, ne peut être transmis sur un TS à la fois, c'est comme un relais FM standard, hein, quand il y a un QSO dessus. Si vous vous mettez à parler en même temps, ça se mélange, ça ne marche pas. Là, c'est pareil. On a deux TS, c'est-à-dire deux pseudo-relais. Donc on peut avoir un QSO sur chaque, c'est-à-dire un TG, on peut causer sur un TG sur le TS1, un TG sur le TS2, les TG étant différents. Mais bien sûr, quand il est utilisé, autre chose, oui, la radio. Dans le paramétrage de la radio, il faut lui dire quel TG on veut écouter.
Donc si votre radio est programmée pour écouter le TG 208 par exemple, et que le relais retransmet le 262 qui est l'Allemagne, bon, ici dans notre coin ça peut arriver, bah, du coup si vous n'avez pas prévu de recevoir le 262 dans votre radio, bah, vous verrez que la loupiote de réception fonctionne, enfin que le SMED monte, mais vous n'entendrez rien. Donc ça permet de filtrer. Alors au niveau pro, ça se comprend. Ça permet, lorsqu'il y a des locations pour des événements privés et tout ça, de ne pas avoir le réseau perturbé par un autre réseau annexe. Bon, chez les radioamateurs, c'est pas très intéressant. Du coup, il y a une fonctionnalité qui permet de monitorer, entre guillemets, plusieurs TG sur la radio. Donc, il suffit de programmer dans la liste CTG. Si on sait que le relais retransmet CTG, ben, comme ça, dès qu'il y aura de l'activité sur le relais, ça permettra de l'entendre. Les TG donc, de chaque relais sont définis par le CISOP du relais, ou le responsable du réseau. Et donc il existe deux types de programmation possibles. Soit les TG sont permanents, dits permanents, c'est-à-dire que si on se met à l'écoute du relais, ces TG sont toujours retransmis. Dès qu'il y a de l'activité sur le réseau, ces TG seront retransmis et le relais passera en émission dès qu'il y aura de l'activité sur ce TG. Ou à la demande. Alors à la demande, le relais reste silencieux. L'utilisateur se dit tiens, j'irais bien écouter ce qu'ils disent, par exemple dans le département 25. Donc il se met sur le canal programmé sur son poste qui active le TG 208-25. Il appuie dessus et le relais retransmettra ce TG pendant une durée déterminée par le CISOP. Donc c'est ce qu'on appelle à la demande. Donc au bout du temps écoulé, ça s'arrêtera de retransmettre et le relais redeviendra silencieux. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Après, il y a de quoi discuter, mais ça permet de pouvoir discuter avec un copain qui serait à l'autre bout de la France sur un autre relais, sur un TG spécifique, sans pour autant monopoliser en permanence, puis que ça soit la cacophonie sur tous les relais de France. Contrairement au D-Star, on ne peut pas dire je veux taper tel relais à tel endroit. Les TG sont programmés au niveau de chaque relais, mais on ne peut pas dire je veux appeler le relais de Limoges par exemple. Au D-Star, on peut le faire. On peut faire directement, il y a le call sign routing qui existe, on peut directement aller taper un indicatif quelque part. Ça n'existe pas en DMR. Alors ça commence à être implémenté en appel privé, parce qu'il y a les TG, donc les appels de groupe, et il y a les appels privés qui existent, la norme le permet, et ils commencent à implémenter ça sur les réseaux, mais c'est pas encore au point. Ça commence à venir. On arrive à savoir, avec un système de dashboard, quel est le dernier entendu. Ils font le lien et ils savent que cet indicatif a été entendu la dernière fois sur ce relais. Donc ils commencent à avoir du routage pour pouvoir l'envoyer, mais pour l'instant, c'est pas implémenté à 100%. Est-ce que sur un poste, on peut écouter 2 TS en même temps? Non. Donc il faut 2 postes. Bah, si tu on veux veille, monitorer les 2 TS, oui. Alors peut-être que sur les dernières chinoiseries, ils ont fait un truc comme ça, hein, c'est possible. Mais en tout cas, moi jusqu'à maintenant, non, tu peux écouter plusieurs TG d'un seul TS, mais tu peux pas écouter les 2 TS simultanément. Et les 2 TS sont utilisés indifféremment ou oui. Il y a un TS préférentiel? Non, bah ça après c'est de la normalisation chez les radioamateurs, j'expliquerai ça après. Mais tu pourrais, techniquement, tu peux utiliser le TS n'importe lequel. Parce que tu as bien compris que mon souci, c'est de savoir s'il faut acheter 2 postes pour mettre dans le véhicule. Oula. Voilà. Oui, non, après il y a une normalisation, puis après tout dépend dans quel coin tu es. Après tu vois avec les responsables de relais dans ton coin, et voilà. Bon, il y a une norme quand même, les radioamateurs utilisent quand même une certaine hiérarchisation, c'est-à-dire que le TS1, grosso modo, c'est tout ce qui est à vocation nationale, et le TS2, c'est plutôt régional. Régional, voire local. C'est plus ou moins respecté.
C'est-à-dire si tu veux parler au VK ou tu veux parler aux Allemands ou aux Suisses, tu vas aller sur le TS1. Si tu veux parler au département dans la France et tout ça, tu vas aller sur le TS1. Ceci dit, d'un réseau à l'autre, ça peut changer. Et c'est pas le cas, c'est le cas. C'est-à-dire que sur le réseau Brandmeister, tu peux activer à la demande n'importe quel TG sur n'importe quel TS. Alors, des fois, ça emmerde un peu le monde. Mais, tu le fais chez les Allemands, ils apprécient moyennement quand tu squattes le TS2 avec les TG français. Mais bon, après, c'est... Parce qu'eux travaillent différemment. Enfin, font ça différemment. Autre chose, alors ça c'était un grand débat. En DMR, hélas, contrairement au D-Star, on ne peut pas identifier via des caractères alphanumériques. Donc c'est que du numérique, que des chiffres, et donc il a fallu trouver le moyen d'identifier les radioamateurs sur le réseau. En D-Star, tu mets ton indicatif et roule ma poule, c'est parti, voilà, on t'en reconnaît. Donc, le premier réseau donc, qui a existé, c'est le DMR Mark, c'était les Américains. Ils ont créé une table d'équivalence entre des ID, ce qu'on appelle les ID, donc identifiants DMR, et des indicatifs radioamateurs. Ils ont créé une certaine hiérarchisation et une certaine norme. Donc l'ID est constitué de 7 chiffres. Les 3 premiers déterminent le pays, donc 208 pour la France. Alors les chiffres, enfin les indicatifs de pays qui ont été choisis pour le DMR, enfin sur le réseau radioamateur, ils se sont collés aux indicatifs télécom. Il faut savoir que chez France Télécom, quand on dit 208, bah, c'est la France. Voilà, ils sont calés là-dessus, c'est de là que vient le 208. Bah, tu vois, mais pourquoi pas le 033 ? Bah non, 033, donc c'est bien 208. Le chiffre suivant, c'était la région. Alors au départ, c'était plutôt mal foutu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, les premiers Français qui sont jetés sur l'implémentation DMR, ils ont fait des choix un peu étranges. Et, enfin, à mon sens, c'est qu'ils ont choisi des régions bien spécifiques où ils ont tout de suite donné un numéro, mais comme on peut mettre que de 0 à 9, bah, du coup, il y en a qui se sont trouvés lésés. Donc il y a un gros paquet de la France qui est en 9, dans la région 9, alors qu'en fait, voilà, c'est pas forcément représentatif de la population radioamateur. Et donc les 3 derniers chiffres représentent le numéro d'utilisateur. Je pense que ça devrait suffire en France. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été choisi une fonction de transcription entre l'indicatif officiel et pour générer un avis? C'est vrai que ça aurait pu, mais ça c'est un choix qui a été fait initialement. Comme je le dis, ça n'a pas forcément été fait dans une concertation globale. Ils ont défini un truc comme ça, alors sûrement sur la base de ce qu'avaient fait les Américains, mais ça a été fait un peu à l'arrache. Alors Paris s'est donné le numéro 1, bien sûr. Et puis après, en fonction de ceux qui ont levé la main à un moment ou à un autre, voilà, ils sont... Mais il n'y a pas eu un algorithme qui a été réfléchi pour qu'on puisse coller un indicatif à un ID. Ça au moins ça aurait été simple. Ah non, c'était trop facile. Ça aurait été bien que ça fasse comme en APRS où il y a un petit soft là, un petit algorithme qui te permet de déterminer ton mot de passe en fonction de... non, c'est pas possible. Enfin, ils n'ont pas choisi de faire ça. Donc, néanmoins, ils ont quand même respecté, enfin, depuis le DMR, on a quand même respecté cette base de données. D'ailleurs, c'est pas parti dans tous les sens, pour une fois. Et du coup, au début, c'était les Américains qui géraient donc, cette allocation d'ID. Après, quand ça a commencé à se développer un peu partout, ils ont eu donné délégation aux Allemands pour l'Europe. Et puis les Allemands là, ont commencé à dispatcher aux différents pays, là où ça gonflait, et où l'utilisation augmentait. Et du coup, en France, c'est le DRAF qui gère ça. Pas forcément une bonne idée, mais c'est un avis personnel. Mais voilà, en tout cas, c'est géré comme ça, c'est géré par le DRAF en France. Mais c'est quand même centralisé au niveau d'un site. register.digital.org qui est tenu par les Allemands et qui redirige automatiquement vers le DRAF pour tout ce qui est allocation d'ID.
Ça permet aussi de savoir, d'avoir un listing des utilisateurs, des indicatifs et des ID alloués. Donc là, j'ai pris l'exemple de la région Est, 208.4, et donc voilà. Et depuis quand ces indicatifs, ces radioamateurs ont une ID CCS7. Alors je dis DMR, mais en fait c'est une ID qui est utilisée dans tout ce qui est réseau numérique. Donc voilà, ça peut servir à WordStar. Il me semble que pour certaines applis, ils l'utilisent aussi. Mais bon, ça peut être du C4FM, ça peut être pas mal de choses. Donc, voilà. Donc il y a un dashboard disponible, toujours pareil sur ce site, digital.org. Et on voit en temps réel l'activité, enfin plus ou moins, il y a quelques latences. On voit sur quelle. Alors, en fonction de la base de données, comment est remplie la base de données, on y voit où se trouve le relais par lequel rentre l'utilisateur, le TG où il se trouve, le réseau sur lequel il est, s'il est en DMR+, ou en DM. Alors, bon, ça, j'en parlerai juste après. Le TS utilisé, et puis si le relais retransmet des informations, RSSI, le taux de perte et tout ça. Normalement chaque réseau a son propre dashboard, peut-être avec un peu plus de détails. Au niveau du matériel, des matériels disponibles, donc au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est parti sur du matériel pro. Donc initialement, on utilisait ces matériels pro avec des fonctionnalités qui ne collaient pas forcément aux habitudes des radioamateurs, ni même à leurs besoins. Donc c'est pour ça que quand on veut utiliser un poste DMR, on est obligé de passer par une phase de programmation, ce qu'on appelle implanter un code plug dans la radio, qui permet de déterminer les canaux et tous les paramètres liés. Alors maintenant, on commence à trouver des postes chinois qui sont partis de postes pro, genre Itera, Motorola, et par modification de firmware, on accède à des postes où on peut les programmer en mode VFO. Initialement, pareil, il n'y avait pas de poste biband, puisque chez les pros, c'est où on est en UHF ou on est en VHF. Là, maintenant, ça commence à sortir. Donc, ça évolue tout doucement, mais en termes de terminaux, je ne pense pas qu'il y ait une évolution future. On arrive, je pense, à la limite. Voilà. Donc, comme je disais, pour pouvoir programmer ces postes, on utilise un logiciel propre au poste, qu'on appelle CPS, et on y implante une programmation. Donc la programmation, le paramétrage de ce poste, c'est ce qu'on appelle le code plug. Donc voilà, il y a un nombre, généralement les postes permettent de stocker plus de 1000 canaux, donc ça pose pas trop de problème de pouvoir programmer ce dont on a besoin au niveau radioamateur. C'est juste qu'il y a un effort à faire par rapport à l'habitude que les radioamateurs ont d'allumer leur poste, de tourner la molette pour sélectionner la fréquence et de parler dedans. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à rentrer dedans, donc il faut quand même, il y a une petite phase d'apprentissage à prendre. Pareil, comparativement au début du DMR, maintenant on trouve des postes, notamment sources chinoises. Pour une centaine d'euros, on arrive à se trouver un petit portatif, un terminal qui permet d'accéder au réseau. Initialement, il fallait compter plutôt 500-600 euros pour un poste. Donc voilà, donc des exemples, des postes plus ou moins récents. Les premiers disponibles, c'était ceux-ci, où il y avait un affichage LCD vert pas beau. Maintenant, on a des écrans où on peut mettre des images, des choses comme ça, mais ça, c'est l'évolution. Donc là, l'exemple, ce sont des postes des deux gros constructeurs, en fait, c'est Motorola et Itera. Récemment, là, les Chinois ont sorti un poste, là, le Anyton en mobile, qui permet de faire du biband. Pareil,
par des jeux de firmware et tout ça interne. Maintenant, on arrive avec des modes VFO et tout ça. Ça se rapproche de plus en plus d'un poste radio amateur. Même s'il y a toujours la phase programmation. Au niveau portatif, voilà ce qui est disponible. Donc là, l'ancienne génération de portatifs Motorola, la génération de post Itera. Et puis après, il y a les Chinois qui sont rentrés. Alors les premières générations de Chinois, les Puxing, c'était les premières générations de postes pas chers. Et puis là, celui que tout le monde connaît, ou plus ou moins, c'est le MD 380, le standard, ou tous ces clones, genre Retevis et compagnie, qu'on trouve pour une centaine d'euros. Après, les relais. Alors, les relais, pour les radioamateurs, au début, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait que du matériel pro. Donc, il fallait acheter, il fallait mettre la main à la poche au niveau des radioclubs ou de certains OM qui avaient les moyens de faire des dons au radioclub pour installer des relais, donc relais Itera ou relais Motorola. Donc ça coûtait très cher. Et en plus, initialement, comme dit, c'était un peu compliqué parce que quand on était en Motorola dans une zone, on pouvait causer qu'à des relais Motorola. Maintenant, ça s'est amélioré. Et c'était compliqué. Alors, ça, c'était les débuts. C'était il y a, allez, on va dire 4-5 ans. Maintenant, il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits par les radioamateurs, notamment la carte MMDVM, là, qui est une carte modem multi-protocole, multi-mode. Et donc, grâce à ça, on est capable, maintenant, les radioamateurs sont capables de fabriquer leur propre relais. Il suffit de disposer de TXRX compatible 9600 pour une histoire de santé et tout ça. Et on arrive à monter des relais pas chers. Enfin, pas chers, tout est relatif, il y a quand même du travail dessus. Et donc de le connecter au réseau. Alors la mise en réseau, justement, c'était compliqué parce que comme initialement chaque répéteur, enfin chaque modèle de répéteur avait son propre protocole, on était obligé, quand on était équipé Motorola, d'utiliser du soft Motorola, enfin, ou équivalent, enfin un truc commercial. Si c'était Itera, c'était pareil. Alors il y a eu quelques tentative chez les radioamateurs au début de faire un truc propre à Itera, un truc propre à Motorola. Et puis bon, à force, ils ont créé les logiciels serveurs qui permettent de connecter donc les radioamateurs, enfin des bons, des costauds, des mecs qui sont quand même chevronnés en programmation, ont réussi à créer des logiciels serveurs qui étaient capables de causer à tous les types de relais. Donc d'interconnecter tous les types de relais. C'est ce qu'il existe en ce moment. On a majoritairement deux programmes qui existent, Brandmeister et DMR+, grosso modo. Alors, il y en existe d'autres. Il y a des choses. Mais ce sont les deux seuls qui vraiment savent parler à tous les types de relais. Il existe d'autres systèmes qui peuvent fonctionner. D'autres logiciels qui permettent d'interconnecter les relais, mais par exemple HB-Link, en ce moment c'est à la mode, mais ce programme-là, ce programme serveur ne permet que d'interconnecter des relais MMDVM. Il ne permet pas de connecter du Motorola, par exemple. DMR-Link ne sait connecter que du Motorola. XLX, alors après XLX, il y a différents protocoles, machin et tout ça. Bon, mais grosso modo, voilà, il y a des choses qui sont mises en place et ça fonctionne. Autre solution, bon, ça c'est quand vous êtes à proximité d'un relais, tout va bien. Mais il y a une autre solution qui permet aussi d'être mis en réseau, ce sont les hotspots. Grâce au MMDVM, donc on a créé des points d'accès personnels, du hotspot. Donc le hotspot se connecte au réseau via votre ligne internet préférée ou votre accès à net si vous en avez un.
Et ensuite, avec votre portatif, là, vous causez au hotspot et puis lui, il vous retransmet sur le réseau. Bon, l'avantage de cette offre-là, c'est que ça marche quel que soit le mode. G4KLX, là, qui a créé la platine MDR, ils ont vraiment bien bossé, il n'y a pas que lui. Voilà. Et on est capable de faire avec ces hotspots du DMR, du DStar, du C4FL, du P25, du XDM, enfin tout type de modulation numérique. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. J'ai donné quelques images, hein. Il y a des clés USB, il y a des trucs, des petits boîtiers qui se branchent en USB via le PC, et il y en a d'autres qui se plug directement sur un Raspi et du coup plus besoin de PC. Il y a pléthore de modèles et de choses comme ça. Il m'a sauté une Les Raspi, ça peut être n'importe quelle version? N'importe lequel, même un Pi 0. Ouais, c'est pas... J'avais une carte qui devait s'afficher, mais je la vois pas. Alors, pourquoi il ne veut pas l'afficher? C'est casse-pied. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'avais mis une carte où je parlais de... Je vais essayer de vous l'afficher en direct. J'avais une carte des réseaux, de couverture des réseaux, pour vous symboliser le fait qu'il y avait deux réseaux. Voilà. Est-ce que j'arrive à l'afficher? Voilà. Donc, comme je disais, il y a 2 réseaux majoritaires, enfin en tout cas pour la France. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres petits réseaux qui ont été créés avec HB-Link, machin, des choses comme ça. Donc il y a Brandmeister à gauche. Alors, je suis désolé pour la capture d'écran, mais j'ai pas accès à une carte jolie chez Brandmeister, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc le réseau DMR+. Donc en fonction de là où vous êtes, vous vous connectez sur un relais proche de chez vous, enfin vous attaquez un relais proche de chez vous, ou après avec votre hotspot, vous choisissez quel réseau vous voulez taper. En fonction de la zone, hein, c'est sûr que si vous voulez plus trafiquer avec des gens du sud-ouest, il faudra passer sur Brandmeister, parce qu'il n'y a pas d'interco entre les réseaux. Donc, on a essayé de mettre ça en place, mais il y a des réticences, qui font que c'est pas... Ça s'est fait à un moment et puis ça se fait plus maintenant. Ça reviendra peut-être, hein. On essaie d'y travailler, mais on ne trouve pas toujours des gens en face qui soient de bonne volonté pour pouvoir interconnecter les réseaux, parce qu'ils disent que il y a 2 réseaux, donc il n'y a pas de raison d'en faire plus qu'un seul. Alors je sais pas, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner une vue globale de ce qu'est le DMR. Si vous avez des questions sur la technique en elle-même, et voilà, je ne rentrerai pas dans les polémiques concernant